Bienvenue sur JurassicPark.fr, vous suivez la promenade des Corythosaures, on va redécouvrir ensemble Jurassic Park Opération Genesis. Jurassic Park Opération Genesis, c'est un jeu de gestion sorti en 2003 sur PC, PS2 et Xbox. Il a été développé par Bluetongue et édité par Universal Interactive. C'est deux entreprises qui aujourd'hui ont disparu, ce qui fait que le jeu n'est plus distribué officiellement, et ça le rend très difficile à trouver de manière légale, en tout cas à des prix abordables. Si on a bien suivi les rachats et les fusions, c'est Activision Blizzard qui devrait aujourd'hui striker cette vidéo pour non-respect du droit d'auteur. Le but du jeu, il est très simple, c'est de réussir là où John Hammond a échoué, en créant un Jurassic Park et en l'ouvrant au public. Si on regarde autour, on a déjà un parc qui a été construit, parce que les débuts du jeu sont assez poussifs. Au départ, on a juste une espèce de dinosaure qui est viable. On a un tout petit peu de budget pour lui construire un enclos, et ensuite on passe beaucoup de temps à attendre que les caisses se renflouent pour développer le parc et rechercher des nouveaux dinosaures et développer des technologies. Donc là, le parc est déjà construit, donc on va zapper un peu toute cette partie un peu rébarbative. Je peux pas vous montrer le parc directement comme ça parce que la caméra ne monte pas très haut dans le ciel, on peut juste, voilà, là je suis au dézoom maximum. C'est, je pense, à la fois un problème de performance pour l'époque, mais aussi un choix, parce qu'on verra plus tard que le jeu se focalise beaucoup sur le niveau très bas comme ça, plutôt que sur l'aspect gestion et la vue aérienne. Et d'ailleurs, je m'excuse par avance de tous les mouvements de caméra qui sont un peu compliqués à gérer, donc ce sera pas toujours très fluide ou très bien géré. La première chose intéressante qu'on peut regarder, c'est comment on fait naître des dinosaures, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse de base dans ce jeu. Donc ça tombe bien, j'ai un nouveau dinosaure qui a été séquencé à 100%, c'est un Uranosaure. Hop. Donc je suis dans une couveuse, je choisis Uranosaure, et je choisis le nombre de dinosaures que je veux créer à ce moment-là. On va en faire 2. Et ici on a une jauge qui nous dit, qui affiche la progression, quoi, à quel moment il va naître. Pour avoir à ma disposition ce dinosaure-là, donc on va attendre qu'il naisse et ensuite on expliquera un petit peu comment ça se passe. Voilà, ça devrait être rapide. À côté, on a un petit homalocéphale qui s'amuse, qui joue à cache-cache derrière. Et voilà, attention, notre Uranosaure. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'un nouvel herbivore originaire d'Afrique du Nord. L'Uranosaurus et sa magnifique crête colorée ne sauraient vous décevoir. Voilà, qu'il est beau. Donc il est dans mon premier enclos d'herbivore. Ce qu'on entend klaxonner, c'est un Land Cruiser qui se promène. Voilà, là-bas on a des Corythosaures, des homalocéphales, des styracosaures un peu plus loin. On visitera ça tout à l'heure. Donc c'est mon premier enclos d'herbivore. D'abord je voulais vous montrer donc comment j'ai fait, comment ça se passe pour obtenir des espèces de dinosaures à faire grandir dans la couveuse. Donc c'est la première étape, c'est la recherche de fossiles qui est menée par ce cher docteur Alan Grant ici. Il a à sa disposition plusieurs équipes de recherche, et au fur et à mesure du jeu, on débloque des sites de fouilles. Donc ici, je suis au maximum, j'en ai débloqué 5. Et on a donc des équipes de recherche qui sont ici, voilà, dans le site. Donc voilà, j'ai mis 2 équipes sur un site qui maintenant est épuisé, donc je peux en retirer une, même 2, et les mettre sur un site où il reste encore des fossiles. Et régulièrement, le docteur Grant m'appelle pour me dire, voilà, on a trouvé tel fossile, est-ce que ça t'intéresse? Et si oui, eh ben, je les analyse pour décrypter le génome. Le décryptage du génome se fait donc par le docteur Henry Wu, ici dans le labo de génétique. Donc ici, on n'a pas de fossiles, on a juste des pierres précieuses qu'on va vendre. Mais quand on a des fossiles à analyser, ils apparaissent ici et on clique dessus pour les analyser. Au bout de quelques temps, le docteur Henry Wu revient nous dire que le génome est complet à un certain pourcentage.
Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé, après plusieurs heures de jeu, à avoir une petite dizaine d'espèces différentes de dinosaures à pouvoir créer dans mon parc. Message du docteur Sattler. Et voilà, ça nous donne ici mon premier enclos d'herbivores avec pas mal d'espèces qui se promènent. Je suis désolé encore pour les mouvements de caméra si c'est pas très fluide. En plus de faire naître des dinosaures, on doit aussi s'occuper du parc. Autant au niveau de la construction et de l'aménagement, comme par ici les clôtures, les mangeoires. Ici on a une mangeoire de carnivores qui distribue des chèvres, comme dans le film. Voilà une chèvre. On doit également construire des attractions pour intéresser les touristes. Ici par exemple on a une attraction, c'est une fenêtre d'observation. Message du docteur Grant. On fera plus tard le tour de toutes les attractions du parc. Il y a une partie commerce avec ici un restaurant. Bienvenue. Hop, le Jurassic Park kiosque. Ici une boutique de souvenirs. Dans les deux cas on peut choisir ce qu'on vend et le prix auquel on le vend. On a, hop, c'est pas vraiment de la gestion, mais ici on a les fameuses toilettes de Jurassic Park qu'on peut faire payer également. On retrouve la modélisation des toilettes du premier film. On a également un aspect propreté. Ici on a une station de nettoyage avec 5 nettoyeurs qui s'occupent de la propreté du parc. Et un autre type de gestion qui est la recherche de technologie. Donc là ça va pas être très parlant ce que je vais montrer parce que j'ai déjà découvert toutes les technologies qui étaient disponibles. Donc elles étaient ici, gérées également par le Docteur Wu, comme la recherche d'ADN. Elles étaient disponibles donc, dans différentes rubriques, donc les dinosaures, la sécurité, les rangers, les vaccins. Par contre, il faut savoir qu'il n'y avait aucun vrai choix à faire en fait. On choisit juste le choix dans lequel on les débloque, mais au final on les débloque toutes, il n'y a aucun embranchement, il n'y a pas de vrai choix à faire. Il y a juste à la fin une technologie qui se débloque quand on a recherché toutes les autres. Il me semble que c'est le gène mortel qui correspond à ce que dans le film on appelait la solution lysine, c'est-à-dire l'activation d'un gène qui va tuer tous les dinosaures. Mais c'est vraiment la seule technologie qui a une hiérarchie par rapport aux autres. Sinon il n'y a vraiment pas de choix à faire. Du coup, tout cet aspect gestion, c'est pas vraiment ce qui fait l'intérêt du jeu. En fait, c'est une surcouche qui se rajoute par rapport au reste. Par exemple, si on prend les nettoyeurs, bah, ça n'a vraiment pas de lien avec le reste en fait. Et on a juste les routes qui se salissent. Voilà, ici on a une route qui est sale. Quand les routes sont sales, les visiteurs sont pas contents. Donc on engage des nettoyeurs qui tout seuls vont aller nettoyer les routes. Ça nous fait pas vraiment d'action, ça nous fait juste dépenser un peu de sous. Et ça n'apporte pas vraiment d'intérêt quoi. Les routes resteraient propres, le jeu serait le même. Donc cette partie gestion elle est vraiment là pour ralentir un peu la progression, diluer dans le temps la découverte des nouveaux dinosaures, pour qu'on les ait pas tous en même temps, et pour servir aussi de cadre au jeu, pour qu'il y ait quelque chose de concret à faire en fait. Et il faut savoir que quand on a terminé le jeu, donc quand on a terminé le mode gestion, on débloque un mode sans gestion. Donc ça me semble être vraiment le symbole du fait que cet aspect-là, il est là uniquement pour retarder le reste, qui est le vrai intérêt du jeu, et ce reste c'est la création des dinosaures et l'observation. Les mettre dans des situations, les regarder interagir entre eux. Et c'est vraiment pour ça que le jeu est fait. D'ailleurs, les développeurs ne s'en sont pas cachés. Dans un post-mortem publié après la sortie du jeu, ils affirment que leur intention était de faire une simulation de vie de dinosaures enrobée dans un jeu de gestion. C'est pour ça que, contrairement à beaucoup de jeux du genre, Jurassic Park Opération Genesis se base sur des événements plutôt que sur des statistiques. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un tyrannosaure a 3 distributeurs de nourriture dans son enclos qu'il n'aura jamais faim. Sa jauge de faim baissera seulement s'il croise une proie et qu'il la mange.
Mais si les hasards du pathfinding font qu'il n'en croise jamais, alors il mourra de faim, même si ça va à l'encontre de toutes les probabilités. De la même manière, tous les indicateurs du jeu sont pilotés par des événements que l'on peut voir de nos propres yeux, et que les touristes dans le jeu peuvent voir également. Et ce qui nous plaît en tant que joueurs, plaît aux touristes. Le jeu illustre ça très bien en nous donnant la possibilité de visiter les attractions en nous mettant à la place des visiteurs pour en profiter nous-mêmes et voir ce que eux voient quand ils montent dedans. Donc là par exemple, je suis à la place des visiteurs et je vois ici un T-Rex, j'aperçois ici un T-Rex. Si je regarde par la fenêtre d'à côté, je peux voir ici des dilophosaures qui chassent, apparemment. Voilà, si je continue à faire le tour, j'ai un cératosaure quelque part dans cet enclos, voilà, au fond, qui se promène. Et du dernier côté, j'ai la vue sur mon grand enclos des herbivores. Et on peut entendre les voix des visiteurs qui réagissent en temps réel en fonction de ce qu'ils voient. Apparemment, ça leur plaît. Mais s'ils étaient montés dans l'attraction à un moment où tous les dinosaures pioncent, alors ils auraient été déçus, ça aurait fait baisser leur satisfaction, ça aurait fait baisser la note de l'attraction et donc la note du parc. Donc jusqu'au niveau macro de la note du parc, jusque là c'est lié aux actions des dinosaures en temps réel et à ce qu'ils font, à leur comportement. Et les visiteurs, donc on peut passer à une autre attraction par exemple, on peut aller faire un tour en ballon. Du Dr. Grant. Je n'ai pas de ballon pour l'instant, donc j'en achète un. Hop. Bon, on va attendre qu'il décolle, mais pour l'instant, on va aller dans le Land Cruiser. Donc on peut soit le suivre comme ça, soit le conduire nous-mêmes. Donc voilà, je prends le contrôle du Land Cruiser, je conduis. Et là encore, j'ai la possibilité de me mettre à la place des visiteurs pour voir ce que eux voient. Et ici, je peux même prendre des photos. Excellent. Voilà, je peux faire un panorama de toute l'attraction, du point de vue des visiteurs. Les visiteurs sont classés en différentes catégories qui vont apprécier différents comportements des dinosaures. Donc il y a les amateurs d'action qui vont aimer tout ce qui est carnivore. Il y a les familles qui aiment bien voir les herbivores jouer. Il y a les paléontologues qui aiment des scènes authentiques. Donc ils aiment pas trop quand on met des dinosaures qui sont pas censés vivre ensemble. Et il y a une troisième catégorie que j'ai oubliée. Une quatrième, pardon. Donc tout ça pour varier un peu les combinaisons et les enclos qu'on peut leur proposer. Et d'une certaine manière, en fait, ce que les visiteurs vont aimer, c'est ce que nous, on aime voir aussi. C'est des dinosaures qui s'activent, qui proposent qui ont des comportements un peu inhabituels, un peu originaux. Donc voilà, j'espérais que les raptors allaient faire un truc sympa, mais c'est pas le cas. Mais en clair, voilà, le comportement des visiteurs, donc les notes des attractions, donc la note du parc, se base sur ce qu'on voit à l'écran et sur ce qui nous plaît, nous, en tant que joueurs. Comme promis, on poursuit la visite du parc par un petit tour en ballon. Donc le ballon, c'est comme le safari, on peut rentrer à l'intérieur pour être du point de vue des visiteurs et prendre des photos. Par contre, c'est beaucoup moins maniable à cause du vent qui fait bouger le ballon. Donc voilà, j'ai un peu de mal à bouger ma caméra. Donc dans cet enclos, c'est un enclos d'herbivores. J'ai des camarasaures, des stégosaures. Il y a des gallimimus qui courent. Et bien sûr, les magnifiques brachiosaures. Et apparemment, ça plaît beaucoup au public. Alors ça, c'est un enclos qui est fait typiquement pour le public de type famille. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est la musique du jeu qu'on entend en ce moment. Elle est composée par Stefan Schutze, donc c'est un compositeur pas très connu, mais qui a réussi vraiment un très bon boulot
en réussissant à reprendre des sonorités des BO des 2 premiers films sans les copier vraiment. On sent vraiment que c'est une musique qui fait partie de l'univers de Jurassic Park sans que ce soit un copier-coller des musiques qu'on connaît déjà. Et c'est vraiment très réussi. Et la bonne nouvelle, c'est que les musiques sont disponibles légalement sur le site du compositeur, Stefan Schutze donc. On vous mettra le lien dans les descriptions de la vidéo et on vous invite vraiment à aller les écouter. De l'autre côté, on survole l'enclos du tyrannosaure. Hop, voilà, j'essaye de diriger ma caméra, désolé encore une fois. Donc où est-ce qu'il est? Il se cache. Il est là. Va-t-on assister à une scène de chasse? Non, il n'a pas l'air décidé. Et un peu plus loin, on retrouve son grand rival, le Spinosaure. Alors qu'il se met à pleuvoir. Les effets de climat sont un gros point positif du jeu et participent à établir des ambiances variées. Que ce soit le beau temps, l'orage ou la canicule, chacun fait ressortir une atmosphère différente lorsqu'on se promène dans le parc, toujours au niveau des visiteurs. Par exemple, en plus d'un sentiment d'apaisement et l'impression d'être hors du temps, les couleurs chaudes et crépusculaires de la canicule rappellent une partie de l'identité visuelle de Jurassic Park. Le beau temps, lui, est l'occasion de voir les dinosaures jouer et de reconstituer des scènes à l'image de la première apparition du brachiosaure. Quant à la tempête, elle nous remet dans l'ambiance des moments les plus intenses des 2 premiers films, et c'est généralement dans ces phases-là du jeu que survient un incident dans le parc. Malgré cela, le jeu est plus léger et plus coloré que ne l'était le film. Et on pourrait déplorer que ce Jurassic Park perde son côté île aux monstres pour devenir un zoo préhistorique bien propre avec sentiers balisés et marchands de glace. Isla Nublar signifie île des brumes, et dans le film son ambiance tenait principalement à son environnement, notamment son relief très abrupt et sa végétation dense. On imaginait l'île remplie de recoins où personne n'avait jamais mis les pieds, et où une bande de raptors non répertoriés pouvait fomenter un sale coup sans qu'on s'en rende compte. Dans le jeu, l'amplitude du relief ne permet pas de créer de hautes montagnes ou des vallées inaccessibles, et la végétation est plutôt clairsemée. Impossible pour un dinosaure de s'y cacher, ce qui rend très facile les phases où l'on doit neutraliser un carnivore énervé ou évadé. On va clôturer la visite du parc en essayant de reproduire une scène d'un film, pour montrer à quel point les mouvements et les animations des dinosaures peuvent reprendre ce qu'on a vu dans les films justement. Alors la scène la plus simple à reproduire, ça va être l'affrontement entre le T-Rex et le Spinosaure dans Jurassic Park 3. Et pour ça, j'ai détruit la clôture qui sépare leurs 2 enclos et j'ai mis au milieu un appât qui diffuse une odeur qui attire les carnivores. Donc j'active l'appât. Et j'espère qu'ils vont s'approcher tous les deux du milieu et démarrer le combat.
Et si ça prend un peu trop de temps, je ferai une ellipse, bien sûr. Voilà, c'est parti. Hop. Alors, sur tentative d'intimidation et le T-Rex prend peur, c'était pas exactement ce que je voulais. Ça fait 10 minutes que les deux prédateurs se tournaient autour sans vraiment engager le combat, et là ils viennent de s'endormir tous les deux. Donc je pense que c'est un peu mort. Ce que je voulais vous montrer, c'était le mouvement final du combat entre les deux, avec le Spinosaure qui brise la nuque du Tyrannosaure, comme dans Jurassic Park 3. Mais finalement, on ne le verra pas parce que, en fait, dans le jeu comme dans le film, les comportements des dinosaures n'obéissent à aucune contrainte de parc d'attractions ni de vidéo YouTube. Si je voulais vous montrer ça, c'était pour insister une dernière fois sur l'importance du comportement des dinosaures dans le jeu, et pour enchaîner sur le travail d'une équipe de fans qui a créé un mode qui accentue encore cet aspect-là du jeu, en améliorant les comportements, en les rendant plus naturels et en ajoutant des nouvelles interactions entre les espèces. Nous voilà donc dans une version modée du jeu. C'est un mode qui s'appelle Genesis Expansion Pack, qui est disponible sur le forum Modding Genesis, qu'on retrouve très facilement sur Google. Le mode est très facile à installer, c'est juste une archive à décompresser et un répertoire à renommer. Par contre, je vous conseille, si vous l'installez, de garder en parallèle les deux versions, à la fois le jeu de base et la version modée, et surtout d'éviter de passer les sauvegardes d'un mode de jeu à l'autre, parce que le mode est un petit peu buggé et pourrait corrompre vos sauvegardes du jeu d'origine. En plus de ça, je suis ici dans un type de partie monde perdu. Donc le monde perdu, c'est le mode de jeu qu'on débloque une fois qu'on a construit un parc 5 étoiles. Et c'est un mode sans aucune contrainte, pas de budget, pas de technologie à découvrir, pas de site de fouille. De base, on a les dinosaures, on les crée et on les regarde évoluer dans la nature et interagir entre eux. Alors, la première chose qu'on remarque dans ce mode, c'est un reskin de la végétation, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus touffu et qui a plus vraiment l'air d'une végétation préhistorique, qui est beaucoup moins colorée que le jeu de base, comme je le déplorais un petit peu tout à l'heure. Une autre amélioration du mode, c'est la suppression de tout ce qui est limite technique dans le jeu. Parce que, par exemple, quand on construit un parc, on peut construire uniquement un certain nombre de routes, un certain nombre de bancs, de bâtiments. On a aussi une limite dans le nombre d'espèces différentes qu'on peut avoir dans notre parc. Donc tout ça, c'est supprimé. On a aussi la suppression, l'augmentation des limites de hauteur du relief. Donc on peut avoir des îles avec un peu plus de relief qui évoquent un peu plus les Isla Nublar du film. On a également l'arbre des technologies qui est repensé et qui, avec une certaine hiérarchisation, au début de la partie, on a seulement certaines technologies et en fonction de celles qu'on découvre, on en a d'autres qui se débloquent pour évoluer comme ça au fur et à mesure de toute la partie, plutôt que de toutes les avoir dès le départ et de les découvrir juste comme on veut, quoi. Donc ça, c'était pour toute la partie gestion, toutes les améliorations de la partie gestion. Comme amélioration, on a aussi des éléments qui étaient prévus pour être dans le jeu de base et qui, à la sortie du jeu, avaient été désactivés.
Alors on a par exemple ici un nouveau type de relief. Donc c'est pas exceptionnel, c'est un relief pardon, qu'ils ont appelé colline, donc tout est dans le nom, hein, c'est des montagnes un peu plus petites. Mais leur intérêt principal, c'est de pouvoir faire un relief assez bas, mais si on se débrouille bien, on arrive à faire quelque chose de plat et de surélevé, ce qui permet de faire passer dessus soit des routes pour que les visiteurs se promènent à pied, soit de tracer un chemin pour les Land Cruisers. Ce qui fait que du coup, on peut avoir des Land Cruisers ou des visiteurs qui se promènent au milieu des enclos, en étant hors d'atteinte des dinosaures, et sans avoir besoin de mettre de clôture. Un autre élément qui a été prévu pour être dans le jeu de base, enfin qui en tout cas est dans le code du jeu mais n'est pas activé, et qui a été réactivé dans le mode, c'est un petit élément qui ne sert pas à grand chose, qui est en fait une pierre tombale. Donc voilà, je la pose ici. Tout ce qu'on peut faire, c'est la poser. Hop, si j'arrive à zoomer dessus, on voit qu'il est écrit Rest in Peace avec un nom en dessous, un nom ou quelque chose, j'arrive pas à lire exactement. Je sais pas à quoi ça servait, est-ce que c'est un hommage à quelqu'un de l'équipe qui serait décédé, un easter egg que je ne saisis pas. En tout cas c'est là, c'est dans le code du jeu, ça a été juste réactivé, et je n'ai trouvé aucune info sur cette pierre tombale et son utilité ou sa signification sur internet. Enfin, la dernière chose qu'apporte le mode, c'est une amélioration et une augmentation de la variété des comportements des dinosaures. Et du coup, je vais essayer de vous montrer quelques-uns des nouveaux comportements. Je vais essayer de les provoquer. J'espère qu'on aura un peu plus de chance que pour le combat entre le tyrannosaure et le spinosaure tout à l'heure. Alors, une des modifications, par exemple, c'est les grands carnivores qui, pendant des combats, peuvent se mettre des coups de tête, alors que d'habitude, ils se donnaient uniquement des morsures. Donc voilà, un coup de tête du T-Rex pour mettre à terre l'acrocanthosaure, qui se relève et va continuer le combat, à moins qu'il soit intimidé. Donc ça, c'était un des nouveaux mouvements introduits par le mode. On peut essayer de suivre un petit peu le T-Rex en espérant qu'il adopte un autre des nouveaux comportements. Alors, je l'ai observé qu'une seule fois. C'est un comportement de chasseur en fait. Le T-Rex va se planquer dans des endroits où il y a des arbres et des hautes herbes. Il va s'allonger au sol et attendre qu'une proie passe à proximité. Mais voilà, il y a peu de chances qu'il le fasse tout de suite maintenant, étant donné le nombre de dinosaures qu'il y a autour. Donc je vais essayer de le provoquer différemment et de vous montrer ça un peu plus tard. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer un Triceratops, qui ont eux aussi eu leur comportement modifié. Avant, les Triceratops, quand ils étaient en présence d'un carnivore, d'une menace, ils passaient tout de suite en mode berserk, qui lui fonçaient dessus et essayaient de l'éliminer ou de lui faire peur. Là maintenant, les Triceratops vont avoir une attitude défensive. Ils vont essayer de prévenir par des grognements le carnivore qui ferait mieux de s'éloigner, et si le carnivore continue à s'approcher, ils finiront par charger. Mais au départ, il y aura un avertissement par un mugissement. Par contre, voilà, donc le Triceratops sort. J'espère qu'il va apercevoir le T-Rex. Il est pas très loin, voilà. Là. Non.
Si le T-Rex s'éloigne, ça va pas nous aider. Ah voilà. Alors est-ce que... Voilà. Ça, c'est pour prévenir qu'il voudrait que le T-Rex s'éloigne. Je sais pas si vous avez vu taper du pied, voilà, et pousser des mugissements. Le T-Rex s'est éloigné et le Triceratops s'est calmé. Si le Triceratops... Ah non. Ah, c'est parce qu'il a vu l'Albertosaure de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est un comportement qui marche bien, celui du Triceratops. Et j'aimerais bien le voir charger quand même. Voilà, il va finir par s'énerver et charger. Voilà, donc c'était un comportement qui a une complexité un peu améliorée. Au lieu de charger bêtement, il prévient son adversaire. Si on retrouve notre T-Rex... Ah, il y a 2 T-Rex maintenant. Bon, on n'est vraiment pas en bonne configuration pour qu'ils se mettent en mode furtif, en mode de chasse. Donc pour le comportement de chasse du T-Rex, c'est mort, j'ai pas réussi à en reproduire, a priori il y a des conditions assez strictes pour que ça se produise et j'ai pas réussi à le faire. Par contre je vais vous montrer un comportement chez les raptors qui est beaucoup plus fréquent, c'est le fait que 2 raptors d'un même pack puissent se provoquer en duel. En fait on va avoir un raptor qui va sauter sur un autre, le pousser au sol, le faire tomber, et ils vont se relever tous les deux, se faire face à face et décider s'ils continuent le combat. Donc généralement quand on a des petits groupes de raptors comme ça arrive assez régulièrement. Sauf forcément quand on l'attend. Selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, ce que l'on observe change et forcément ils ne vont pas le faire. On va aller voir le groupe d'à côté. Là. Voilà. Hop. 2 viennent de le faire. Tac, ils vont se faire face à face. Est-ce qu'on se bat? Non, on laisse tomber. On laisse tomber. Est-ce qu'on pourra le revoir une dernière fois de façon un peu plus claire? Ici. Là. Ils font demi-tour, se font face à face et ils abandonnent. Voilà, donc ça c'était un des nouveaux comportements des raptors, le fait de se provoquer en duel. Les raptors ont aussi eu d'autres comportements plus complexes, des comportements de groupe, la façon dont un groupe va réagir face à un T-Rex normalement. Notamment, ils vont l'encercler, le prévenir de ne pas approcher, un peu comme faisaient les Triceratops. Et si le T-Rex continue à approcher, ils finiront par l'attaquer. Et un autre truc sympa, c'est que si on fait passer un Land Cruiser dans un enclos avec des raptors, ils vont le suivre un petit peu comme des dauphins suivraient un bateau. Ils vont pas l'attaquer, mais plutôt courir derrière, jouer avec, s'éloigner, revenir. Et c'est assez sympa à observer. Donc voilà, c'est le dernier mouvement, enfin le dernier comportement que je vais vous montrer. Bon, c'est pas grand chose, hein, surtout que ça arrive, comme vous le voyez, pas toujours quand on le veut, on est un peu obligé d'attendre que ça se produise, mais c'est toujours sympa. Ça permet d'augmenter un peu l'expérience de jeu une fois qu'on a fait le tour du jeu de base. Donc je vous conseille vraiment de tester ce mode si vous vous êtes un peu lassé de Jurassic Park Opération Genesis, mais que le jeu vous plaît quand même toujours. Comme évoqué en ouverture, il est aujourd'hui très difficile de se procurer une copie légale du jeu, et il est peu probable qu'il réintègre un jour un circuit de distribution officiel. En plus de cela, du fait de ventes très mitigées à sa sortie, il est vraisemblablement exclu qu'une suite voie le jour, malgré les demandes insistantes des quelques irréductibles qui y ont joué à l'époque. Aujourd'hui, la seule alternative pour construire un parc sous licence Jurassic Park est de passer sur smartphone et tablette avec Jurassic Park Builder et Jurassic World Builder. Et la descente
est un peu rude. Alors, comme pour les modes créés par les fans, c'est du côté des développeurs indépendants, voire amateurs, qu'il faudra se tourner pour trouver une suite spirituelle au jeu. Deux projets sont actuellement en cours de développement, Prehistoric Kingdom et Mesozoica. Aucun n'est sous licence Jurassic Park, mais les deux sont nés selon leur créateur de la nostalgie d'Opération Genesis. Dans les deux cas, il s'agit de gérer un parc à dinosaures, les différences se situant au niveau des choix artistiques ou de game design. Prehistoric Kingdom semble plus complet et promet en plus des dinosaures de peupler les parcs avec des reptiles volants ou aquatiques, voire des mammifères. Ces modèles d'animaux recherchent tant que possible l'authenticité. Mesozoica, lui, se focalise pour l'instant sur les dinosaures seulement, pour lesquels il adopte une esthétique plus fantaisiste. Il semble aussi plus abouti techniquement et proposera un mode de jeu du point de vue des animaux. Les deux projets sont encore au stade pré-alpha, mais rendent compte régulièrement de leur avancée sur leurs sites respectifs. Prehistoric Kingdom a en plus sorti une démo technique en accès libre, tandis que Mesozoica a dévoilé 2 petits modules du jeu à ses soutiens Kickstarter. Même en étant optimiste, on ne devrait pas pouvoir mettre la main sur les versions jouables avant l'année prochaine. Pour patienter, on a fait ce qu'on a pu pour vous donner envie de relancer Opération Genesis.